de chefs d'État et de gouvernement. On écoute tout de suite Jacob Zuma, le président sud-africain qui a été hué. C'est ce que nous disait Sabine Sessou tout à l'heure et on va en reparler dans un instant. Jacob Zuma. In his honor, we commit ourselves to continue building a nation. En son honneur, nous continuerons à construire une nation basée sur des valeurs démocratiques telles que la dignité humaine, l'égalité et la liberté. Unis dans la diversité, nous continuerons à construire un pays exempt de pauvreté, de famine, de sans-abri et d'injustice. Le continent africain, emmené par l'Union africaine, continuera de répondre au désir qu'il avait de voir naître une Afrique meilleure, plus juste, pacifique et équitable. Laurent Clavel, quel est l'héritage que laisse aujourd'hui Nelson Mandela ? Je pense que c'est son combat qui le laisse en héritage, véritablement. C'est que les choses sont entre nos mains. D'abord, il le disait lui-même, l'Afrique du Sud n'est pas un one-man show. Il ne faut pas oublier que le combat de l'ANC, ça a été des milliers de personnes, des dizaines de dirigeants de l'ANC, des gens très respectables et très respectés. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il laisse en héritage. Le fait que ce n'est pas terminé, au contraire, ça commence et qu'il faut vraiment s'y atteler. Moi, je pense qu'on est vraiment dans cette période où Mandela meurt, et il était déjà cette icône, mais il va le devenir de plus en plus. Il y a cette espèce de sainteté qui apparaît. Mais je suis persuadé que c'est un moment d'émotion, et que très vite, on va revenir sur le fond, et qu'il y aura des historiens, des politologues, des universitaires, des artistes, qui rappelleront qui était véritablement Mandela, l'homme Mandela, avec ses forces et ses faiblesses. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'on ne peut pas être critique sur son bilan. On peut l'être quand même, parce que justement, les historiens vont se pencher sur l'histoire. Il a quand même laissé un pays... Alors, je sais qu'on est dans l'émotion encore et que c'était un grand homme, et voilà, personne ne revient là-dessus. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi prendre un peu de recul et dire qu'il a laissé un pays, voilà, où le taux de chômage le chômage est endémique, où finalement l'apartheid, oui, a été aboli, mais l'apartheid économique existe toujours. Vous connaissez bien le pays. Attendez, avant d'en arriver là, je voulais juste dire qu'on a commencé la saison sud-africaine en France par une exposition Nelson Mandela à l'Hôtel de Ville, produite par l'Apartheid Museum, qui était critique de Nelson Mandela. Donc, bien sûr qu'on peut critiquer Nelson Mandela, son action. Encore une fois, il le disait lui-même, il n'est pas un saint. Il n'est pas un saint, oui. Les Sud-Africains critiquent largement. Il est très critiqué en Afrique du Sud. Vous allez vous balader à Soweto, vous mangez des brochettes à Soweto, vous allez entendre des critiques sur Nelson Mandela. Et qu'est-ce qu'on dit justement? Quelles sont les critiques? Il a fait la part trop belle aux Blancs. Les Blancs se sont enrichis depuis la fin de l'apartheid. Ok, il y a une classe moyenne noire qui a un peu émergé, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas eu un programme social d'envergure ni des investissements massifs dans l'éducation qu'il aurait fallu faire pour redresser la barre très vite dans le gap, dans le fossé de génération qu'il y a eu avec les générations perdues qui n'ont pas été à l'école pendant la fin de l'apartheid. Et donc, on lui reproche plein de choses à Nelson Mandela. Mais ce que les Sud-Africains eux-mêmes disent de l'héritage, c'est qu'il leur a appris à décider eux-mêmes de la personne qu'ils veulent être, contre tous les déterminismes, et surtout les déterminismes raciaux qui étaient particulièrement insupportables pendant l'apartheid. Thomas Guénolé, justement, vous avez écrit un papier où vous dites qu'il faut le saluer, mais il ne faut pas en faire une icône. Il ne faut pas le canoniser, effectivement, c'était le terme que j'avais employé, canoniser. Ce qui répond d'ailleurs à la question de sainteté, je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. C'est-à-dire que, d'ailleurs, de mon point de vue, c'est véritablement rendre hommage à la mémoire du personnage historique que de faire un examen calmement de ce qui a été remarquable, voire admirable. Et c'est notamment son parcours de militant des droits civiques et de l'abolition de la ségrégation. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a son bilan comme président, où il y a des choses qui ont été réussies, et puis il y a des choses qui ont été soit des échecs, soit des dossiers qu'il a même refusé d'ouvrir ou dont il n'avait même pas conscience. Je pense par exemple au problème de la corruption des nouvelles élites, qui n'est pas forcément différente de la précédente, ou de la problématique du sida. Le bilan en la matière de Nelson Mandela n'est pas bon du tout. Alors après, il y a eu une prise de conscience du sida, il me semble, lorsque son fils est décédé lui-même de la maladie. C'est arrivé tard, en fait. C'est arrivé tard. Il est mort en 2005 et le gouvernement a changé d'attitude sur le sida en 2003. Donc on a cessé de dire qu'on n'allait pas distribuer des antirétroviraux parce qu'ils étaient toxiques en 2003.
Mais c'est vrai que... Bon, oui. Thomas Guénolé, oui. Oui, je dirais juste qu'en fait, il faut se garder de manière générale. Je sais que c'est très difficile. C'est ce que vous souligniez tout à l'heure en disant que nous étions dans l'émotion, c'est-à-dire que souvenez-vous de Lady Diana. Souvenez-vous de Jean-Paul II, souvenez-vous de, etc., etc. Il y a, comment dire, l'information en temps continu favorise ça, je veux dire simplement d'un point de vue technique, des grands moments d'émotion collective. Dans ces moments-là, on raconte et on ressent à peu près n'importe quoi. Tous ensemble. Alors c'est très joli, c'est très agréable, ça permet de se tenir chaud ensemble en ayant vécu quelque chose. Je ne voudrais pas être le pessimiste ou le Schopenhauer de service, même si je suis un grand admirateur du monsieur, mais c'est juste pour rappeler qu'à un moment, un examen rationnel, calme et apaisé des choses, avec les réussites et les échecs, ça rend hommage simplement au souci de la vérité qu'avait Nelson Mandela lui-même. Donc il y a des choses dans son bilan où ça n'allait pas, même en prenant en compte, j'insiste là-dessus, parce que cet argument revient souvent, même en prenant en compte les difficultés de départ, il y a des sujets où au moins simplement les aborder, ça aurait été pas mal. Voilà, c'est tout. Comme quoi ? Je vous en citais déjà deux tout à l'heure. Il y a le problème de la corruption qui s'est très vite posé. Ouais, et d'ailleurs, donc Desmond Tutu dit lui-même, juste là-dessus, Desmond Tutu, dans un papier il y a quelques années, disait lui-même « J'ai l'impression que Nelson Mandela s'en est même pas rendu compte du problème ». Je voyais là, tout à l'heure, en train de passer dans les discours d'hommage à Nelson Mandela, le même disait sur Nelson Mandela qui ne s'était probablement pas rendu compte de l'ampleur prise par le problème de corruption à l'ANC assez vite. L'ANC, d'ailleurs, aussi, qui pose d'autres problèmes en elle-même. Alors justement, on va en parler de l'ANC, justement le fait que Jacob Zuma a été aussi sifflé. Avant de vous donner la parole, Nestor Bidadanour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste d'origine burundaise et vous avez notamment ouvert un bureau de l'ANC à Paris, c'était en 1982. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on retrouve Bénédicte Pavieux, notre correspondante à Londres. Le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale aussi. Qu'est-ce qu'on retient de cette journée chez vous, Bénédicte, ce soir ? Eh bien, je viens de l'ambassade de l'Afrique du Sud à Trafalgar Square, un endroit très spécial pour de nombreux Britanniques, mais aussi pour de nombreux touristes et aussi, surtout, pour de nombreux Sud-Africains. Il y a des couronnes mortuaires, il y a des bougies, il y a des cartes à Nelson Mandela. Il y a des gens qui font toujours la queue pour signer 2 livres de condoléances. Aussi, la même chose dans le square du Parlement, en face du Parlement britannique, où il y a une statue de Nelson Mandela avec de très nombreuses fleurs. Mais ce qu'on retient aujourd'hui ici, c'est pas l'heure de la critique. J'entendais quelques possibles critiques émises. Il y en a eu au cours des derniers jours dans la presse britannique. Aujourd'hui, ce sont notamment David Cameron à cette cérémonie, mais qui ne s'est pas exprimé, qui n'a pas prononcé de discours, mais qui s'est exprimé sur les ondes britanniques et aux médias, et notamment a parlé de cet esprit de réconciliation extraordinaire, maintes fois cité par beaucoup de personnes d'ailleurs, mais où il prononce cette phrase intéressante où il dit il a donné aux dirigeants mondiaux un exemple extraordinaire à suivre, mais un exemple que beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques trouvent très difficile à suivre. Alors intéressant qu'il n'y avait pas non seulement l'actuel Premier ministre britannique David Cameron, mais son vice-premier ministre Nick Clegg, le chef du Parti libéral-démocrate, et 3 anciens premiers ministres britanniques, John Major, Gordon Brown et Tony Blair. Merci beaucoup, Bénédicte Pavieux en direct de Londres. Nestor Bidadanour, bonsoir, merci d'être avec nous. Tout d'abord, je posais la question à mes invités en début d'émission. Voilà, comment vous avez trouvé cette cérémonie ? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait de l'émotion ? Quel est votre sentiment à l'issue de cette journée ? Des cérémonies en Afrique du Sud, c'est toujours très, très touchant parce qu'il y a des chansons qui alternent les discours, etc. Bien entendu, il y a le côté aussi bureaucratique classique qui est lié à l'événement, c'est-à-dire les discours de différents chefs d'État. De temps en temps, on se dit que c'est beaucoup. Ça pourrait être beaucoup plus bref, mais je pense que tout le monde est marqué par la figure de Nelson Mandela. Et justement, chaque personne est marquée parce qu'on se dit que c'est peut-être une des personnalités historiques qui a incarné le mieux les valeurs d'intégrité, de justice, de réconciliation, et alors que c'est un humain justement comme nous tous.
Intégrité, justice. On a vu le président Zuma qui a été sifflé par la foule. Je le disais, c'est vous qui avez ouvert vous aviez ouvert un bureau donc, de l'ANC en 1982. Vous connaissez bien l'ANC. Que reste-t-il aujourd'hui de l'ANC? Le président Zuma qui est englué dans des affaires de corruption. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a été sifflé aujourd'hui, pour avoir détourné beaucoup d'argent apparemment pour restaurer sa résidence secondaire. Que reste-t-il aujourd'hui de l'ANC? Bon, d'abord, je n'ai pas ouvert le bureau de l'ANC, j'ai travaillé avec l'ANC. Ceux qui ont ouvert le bureau de l'ANC, c'est les représentants de l'ANC qui sont sud-africains. Par contre, j'ai travaillé au bureau de l'ANC, effectivement, en tant que militant anti-apartheid, mais aussi en tant que quelqu'un qui était permanent au bureau. Et ce que je peux dire de ces sifflets, c'est que personnellement, c'est mal tombé. Je ne sais pas qui a fait ces sifflets, parce que quel que soit ce qu'on puisse penser de Jacob Zuma, dans ma vieille culture traditionnelle, quand il y a mort, on s'incline. Et quels que soient les bords, quel que soit ce qu'on pense d'ailleurs de la personne qui fait le discours, c'est le seul moment où il faut garder le silence. Je trouve que c'était vraiment malvenu. Ceci dit, c'est la démocratie et voilà, chacun s'exprime comme il entend. Mais c'est un signe quand même. C'est un signe. C'est un signe quand même, parce que c'était pas un petit groupe, c'était quand même l'ensemble du stade. Sabine Sessou, oui. Moi, il me semble que Jacob Zuma récolte largement ce qu'il a semé, parce qu'il s'est mis en scène avec Nelson Mandela mourant. Il a été pathétique quand il a été lui tenir la main pour faire la photo. Je ne sais plus qu'en printemps ou en avril, je ne sais plus trop quand, enfin cette année. Et les Sud-Africains ne le lui pardonnent pas. Et il a beaucoup d'autres choses à se faire pardonner. Donc qu'il se fasse siffler dans ce stade, pour moi, c'est un signe de vitalité de cette démocratie, parce que c'est le pouvoir appartient au peuple en Afrique du Sud. Et le peuple fait très attention à ce que ses dirigeants ne trahissent pas. Il est toujours question dans les débats, avec un vocabulaire toujours très emprunté à celui de la lutte anti-apartheid, de traîtres, de vendus, et de choses comme ça. Et les gens en Afrique du Sud, les électeurs de base, sont très vigilants là-dessus. Oui, vous voulez peut-être répondre, Nestor Bidé-Daméo ? Oui, moi je maintiens que c'est l'expression de la démocratie et que chacun, de toute façon, n'a pas à dicter aux citoyens, effectivement, ce que doit être les latitudes. Ça, c'est tout à fait normal. Mais personnellement, et je pense qu'à une telle occasion, on s'incline, on accompagne la personne, ça n'empêche pas la critique, ça n'empêche pas la lutte. Et puis on verra. Mais est-ce qu'on était vraiment dans le recueillement aujourd'hui ? Parce que finalement, c'était une grande messe politique. Donc c'était aussi un message politique qui était peut-être aussi envoyé au président Zuma. Non, parce que Mandela, il était là. Justement, c'était le recueillement. Il y a des chansons, bien entendu, et parfois on a l'impression que dans ces chansons, il y a une espèce de célébration. Mais ça, c'est la vieille culture africaine aussi qui veut que, quand un combattant de la liberté meurt, il y a le moment bien sûr de tristesse, mais il y a le moment aussi de la célébration, parce qu'on dit qu'il faut pleurer pour ceux qui ont accepté l'esclavage et l'oppression comme une fatalité, pas pour les combattants de la liberté. Mais en fait, en même temps, on était dans le recueillement. C'est le moment d'union et de respect des morts. Caroline Dumais, je vous donne la parole ensuite, Thomas Clavel. Caroline Dumais, un mot quand même sur l'ANC, parce que vous suivez l'ANC. Que reste-t-il aujourd'hui de l'ANC ? On sait qu'il y aura des élections générales au mois d'avril. L'ANC devrait d'ailleurs remporter, il reste quand même le premier parti encore de ce pays. Mais cette ANC d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a encore quelque chose à voir avec l'ANC du temps, lorsque Nelson Mandela, non pas du temps de la résistance, mais du temps où Nelson Mandela était président ? Non, je ne pense pas. Vous savez, c'est une question de génération. Les plus vieux disparaissent les uns après les autres et avec ces disparitions, leurs valeurs. Et je crois que l'ANC, évidemment, aujourd'hui se positionne dans le temps. On est très critique vis-à-vis de Nelson Mandela en parlant de ce qui se passe au niveau économique, au niveau de l'éducation, etc. Mais Nelson Mandela, il a quitté le pouvoir en 1999. Et si on doit reprocher quelque chose à quelqu'un ou à une institution, il faut vraiment regarder ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Et s'il y a des problèmes au niveau de l'éducation, c'est pas de la faute de Nelson Mandela. Ou des problèmes au niveau du sida, c'est pas de la faute de Nelson Mandela. Donc je crois qu'il faut vraiment placer tout ça dans le temps, en fait. Non, l'ANC n'est plus la même ANC que sous Nelson Mandela. On n'a pas les mêmes responsables, on n'a pas les mêmes générations, on n'a pas les mêmes électeurs. On a des électeurs qui n'ont jamais connu l'apartheid et qui d'ailleurs ne sont pas très motivés, très franchement.
franchement, on vient d'assister à l'inscription sur les listes électorales et on s'est aperçu que les plus jeunes, ceux qui doivent voter, c'est les born free, hein, ceux qui sont nés en fait en 94 avec la démocratie, eh bien ils sont pas allés s'inscrire, ils sont pas intéressés, ils sont pas motivés. Et l'ANC aujourd'hui en fait essaye de récupérer ces jeunes-là et sur des thématiques complètement différentes de ce qu'elles avaient en 94. Je veux dire, on n'est plus aujourd'hui sur des débats raciaux, on est sur des débats sociaux, on se pose vraiment des vraies questions sur comment accélérer. Pendant un moment, c'était la réconciliation, ensuite la reconstruction. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment que tout le monde ait quelque chose. Donc, c'est la redistribution. Alors, comment on fait cette redistribution? Est-ce qu'on nationalise? Est-ce qu'on va vers l'ultracapitalisme? On a dans l'ANC des gens qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche quasiment. Donc, on a vraiment un souci, un problème de direction politique. Donc, toutes ces choses-là sont importantes, mais il est certain que l'ANC aujourd'hui, c'est pas l'ANC de demain, et que Jacob Zuma, finalement, fait plutôt partie de l'ANC d'hier. Il ne sera pas dans l'ANC de demain. Je ne sais pas si c'est Cyril Ramaphosa, qui est vice-président de l'ANC, qui va récupérer le bébé, mais il est certain qu'on n'est pas du tout dans la même problématique et dans la même perspective. Laurent Clavel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rappeler que cette cérémonie, c'est la première d'une longue série d'autres événements qui vont durer toute la semaine. Et il ne faut pas oublier que pendant 3 jours, le peuple sud-africain va pouvoir se recueillir devant la dépouille de Nelson Mandela. On parlait d'émotion tout à l'heure, je suis persuadé que l'émotion va être là. Peut-être dans son village de Kounou, d'ailleurs, dimanche. Hein, bien évidemment. Où là, il va retourner sur la terre des ancêtres, là où est enterrée une partie de sa famille, Nestor Bidada-Nur. Tout à fait. Une fois, un journaliste lui demandait s'il avait peur de la mort. Il a dit non. Il a dit qu'il était prêt à partir et que quand il arrivera de l'autre côté, il dira à ses camarades et aux ancêtres de l'avenir, je vois ses anciens compagnons, j'ai essayé. Et je pense qu'on ne peut que lui souhaiter un bon voyage et surtout lui dire merci pour l'exemple. Et puis, cette émotion, elle a été très progressive. Vous savez, Nelson Mandela est parti de manière très progressive. Donc, il y a eu de s'habituer, effectivement. Non, mais il y a eu déjà des scènes d'émotion vraiment aux portes de sa maison au mois de juin, des prières, des veillées nocturnes. Il n'y a pas pénurie d'émotions en Afrique du Sud autour de Nelson Mandela. Thomas Guénolé. Oui, visiblement, votre collègue réagissait à certains thèmes que j'avais pu citer pendant notre débat. Moi, je veux bien qu'on réponde à ce que j'ai dit, mais pas à ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire, je n'ai pas dit que Nelson Mandela est responsable du sida en Afrique du Sud, ou même où que ce soit d'ailleurs, ce n'est pas la question. C'est juste ce que je disais tout à l'heure. Il faut simplement examiner de manière lucide, calme, rationnelle, posée, le bilan qui a été celui de Nelson Mandela, et il y a des sujets dont il ne s'est pas préoccupé ou dont il n'avait même pas conscience en termes de gravité. Donc je citais le sida, je citais la corruption, on peut citer juste très brièvement des points très précis. L'état du chômage qui était effectivement... Vous avez 25% de la population active, 40% chez les jeunes. Oui, et puis après, comparer selon la couleur de peau, quels sont les taux de chômage, ce n'est pas du tout les mêmes. On parle encore aujourd'hui d'apartheid économique. L'apartheid économique n'a pas été interrompu. Donc là-dessus, c'est un choix politique qui est très différent de celui de Robert Mugabe, par exemple. Je ne suis pas en train de dire l'un ou l'autre, mais je suis en train de dire simplement que ce sujet-là n'a pas été traité. Et puis, vous avez d'autres problèmes qui ont été posés. Vous parliez vous mentionniez la politique de redistribution des terres à un moment, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. On a quelque chose comme la couleur de peau blanche est représentée à 80% des surfaces agricoles en Afrique du Sud. Donc il y a quand même un certain nombre de sujets. La paix raciale a été achetée par Nelson Mandela, et ça c'est un choix politique, elle a été achetée très cher. Nestor Bidada-Nur, le mot de la fin. D'abord, je pense que les contradictions que vit l'ANC ne sont pas les premiers dans l'histoire. L'ANC a connu d'autres moments, ce qu'on pourrait appeler les crises internes. Et déjà, quand la Ligue de l'ANC a poussé au passage à la lutte armée, ce n'était pas facile pour la vieille génération qui était pour la paix et surtout pas la violence. Donc, ce mouvement quand même représente encore quelque chose comme 600 000 adhérents. Et il y a un défi qui n'est pas simplement le défi de l'ANC en tant que mouvement de libération nationale, mais de tous les mouvements de libération,
c'est comment on devient patriote, progressiste dans la période post-coloniale ou post-apartheid. Et là se pose la question, l'histoire seulement n'est pas suffisant, quel discours pour la nouvelle génération? Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de débats et à l'intérieur de l'ANC, parce que c'est une triple alliance, syndicats, Parti communiste et d'autres, beaucoup de débats qui sont vraiment très intéressants. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à Caroline Dumais qui était avec nous en direct de Johannesburg. Et on rejoint tout de suite Karim Yeyaoui. Beaucoup de réactions aujourd'hui donc à cet hommage planétaire à Nelson Mandela sur les réseaux sociaux. Alors beaucoup de réactions, mais aussi à des événements qui ont lieu pendant cette cérémonie, des événements parfois inattendus. Très commentés, cette image qu'on découvre ensemble, cette poignée de main entre Raúl Castro et Barack Obama. Alors, beaucoup ont jugé cet événement historique. Certains sites rappellent que ça fait un petit moment que les relations sont tendues entre les deux pays. Le site Géopolis, après 54 ans de boycott, la poignée de main entre Obama et Castro, même si il y avait certains signes de réchauffement entre les deux pays. Ces derniers temps, du côté des États-Unis, Barack Obama avait assoupli les conditions de voyage des immigrants, mais aussi d'un certain nombre de biens qui pouvaient circuler vers Cuba. Et puis il avait expliqué que des décisions qui avaient été prises au moment de sa naissance ne pouvaient pas perdurer encore aujourd'hui. En tout cas, c'est très commenté et un certain nombre d'internautes de Twittos soulignent que tout ça n'était pas préparé. En tout cas, c'est le point de vue de certains journalistes du côté de CNN. Et puis, certains expliquent que tout ça, c'est grâce à Mandela. Nana Mark Donald, qui est un twitto du côté de Douala, explique que c'est l'aura réconciliatrice que nous laisse le grand Mandela. Et puis un journaliste de France 2, Michel Monpontet, qui nous explique qu'il n'y a que Mandela pour réussir un truc pareil en tweetant cette image qui a été très commentée. Certains internautes soulignaient que Barack Obama se penchait face à Raúl Castro. Certain nombre de twittos américains expliquaient que c'était un signe de respect, mais en réalité, c'était tout simplement que Raúl Castro est beaucoup plus petit, mais tout ça, ça a quand même été très largement commenté. Philippe Moreau-Chevrolet qui explique qu'on abuse souvent du terme historique, mais la poignée de main Obama-Castro est tout simplement historique. Vous vous en doutez du côté des... Oui, mais enfin, on rappelle quand même que Bill Clinton, en 2000, avait serré la main de Fidel Castro. Donc, historique, c'est peut-être... non en tout cas, c'est un événement... Laurent Clavel, c'est historique ? C'est un beau symbole. En tout cas, c'est aussi... Sur l'Iran, les davantage à choisir. Mais en tout cas, étant donné que cet événement était planétaire et que de toute façon la vie entière de Mandela était chargée de symboles, évidemment beaucoup ont donné ça à Mandela en expliquant que c'était encore grâce à lui, même par-delà la mort, il réussit à faire des réconciliations. Et puis évidemment les médias du côté de Cuba Debate commentent aussi cette poignée de main en évoquant un moment sans précédent, en évoquant aussi le fait qu'ils espèrent que ça sera un moment qui va marquer un tournant dans les relations entre les deux pays, évidemment en soulignant qu'il faut que les États-Unis arrêtent leur vexation et leur politique vis-à-vis de Cuba. Évidemment, c'est l'occasion de critiquer la politique américaine dans le domaine. Merci beaucoup Karim pour cet hommage donc, sur les réseaux sociaux à Nelson Mandela. On aurait pu parler d'autres poignées de main, celle entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, mais ça on en parlera tout à l'heure. Vous en parlerez un peu plus tard et en effet ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On va se quitter si vous le voulez bien Karim en images sur les temps forts de cette journée, en images et en musique. Très belle soirée. On vous retrouve demain avec Karim, 19h10.